Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, je suis désolée pour le retard, mais bon, du coup, on va commencer. Donc, déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette présentation, parce que je sais, c'est la fin de la journée, mais je vais essayer de ne pas vous ennuyer aujourd'hui. Et donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Béatrice Kreng. Je travaille maintenant depuis bientôt 6 ans donc, chez Orange. Et donc j'ai découvert l'agilité en rentrant chez Orange. Et donc j'ai tout d'abord commencé en tant que développeuse pendant 2 ans. Et ensuite en tant que Scrum Master pendant 4 ans. Donc vous pouvez me retrouver donc, sur Twitter, sur LinkedIn et sur mon adresse Gmail. Donc bien sûr, je tiens à remercier tous nos sponsors pour cette journée. Et avant de commencer, j'espère en tout cas que ce retour d'expérience va pouvoir vous inspirer par la suite. Et pour toutes les questions, si vous en avez en tout cas, eh bien, je vous invite à les noter pour qu'on puisse en discuter à la fin de la séance. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous parler de mon environnement. Donc, aujourd'hui, je travaille en fait sur un plateau qui s'appelle Soft, où nous sommes décomposés donc, en 6 équipes avec des Product Owners, des Scrum Masters, des développeurs et des qualifieurs. Et donc, nous nous occupons tous d'un seul et même produit. Et nous travaillons en Scrum donc, depuis 8 ans. Et donc, en évoluant sur ce projet, finalement, j'ai pris conscience qu'il était possible de travailler dans un environnement agréable, dans lequel j'ai été épanouie et où j'ai eu du plaisir à travailler. Et pour moi, cet environnement, finalement, c'est un petit peu comme notre planète. Et je pense que nous sommes tous responsables de cet environnement, où chacun va contribuer pour le collectif, pour conserver cet environnement. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des développeurs. Est-ce qu'il y en a? D'accord. Eh bien, moi, en tant que développeuse, dans cet environnement-là, eh j'étais donc dans une équipe agile où les rituels étaient respectés, la vélocité et le scope plus ou moins établis. Et pourtant, j'ai quand même été frustrée, puisque j'avais la sensation qu'on pouvait faire plus, et j'avais le sentiment que cette envie n'était pas forcément partagée avec les autres membres de l'équipe. Et donc, j'ai commencé à me poser certaines questions. Et la première, c'est est-ce que finalement, travailler en agile, c'est réussir ces rituels. Et en tout cas, dans cette présentation, je vais essayer de vous présenter, de vous donner des éléments pour pouvoir répondre à cette question. Et donc, je vous disais, nous sommes tous responsables de cet environnement, mais lorsque j'étais développeuse, il y a un moment, je suis passée donc Scrum Master. Et lorsque je suis devenue, mon premier objectif, ça a été de pérenniser les côtés positifs de cette culture et d'éviter aux membres de l'équipe, finalement, les frustrations que j'avais vécues. Et donc, la première difficulté que j'ai eue, ça a été la nature de mon activité. Puisque j'étais développeuse, donc j'avais un travail un peu plus concret, et aujourd'hui, Scrum Master, un travail un peu plus abstrait. Donc, je sais, c'est un sujet à débat que nous avons déjà évoqué en plus avec mes collègues lors d'une table ronde au Scrum Day 2014. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et donc, concrètement, j'ai expérimenté. J'ai tout d'abord essayé de faire du binomage sur des stories ou des anomalies, mais j'ai vite été frustrée puisque j'abandonnais en fait mon binôme pour des réunions. Et donc suite à ça, j'ai finalement décidé de prendre une story seule, donc de taille plutôt petite. Mais manque de bol, cette story a été sous-estimée et j'ai pris beaucoup trop de temps pour la faire. Donc bien sûr, j'ai été trollée par mon équipe, gentiment, mais suite à ces 2 expériences, finalement, j'ai commencé à douter de ma capacité à pouvoir faire ces 2 activités. Et donc, je vous parlais des réunions. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger, en tout cas, les cérémonies agiles par rapport aux autres réunions. Cela peut vous paraître évident, mais dans mon contexte de 70 personnes, il est juste nécessaire de pouvoir se synchroniser. Et donc, en privilégiant les autres réunions, j'ai eu une première difficulté, ça a été que je ne pouvais pas aider finalement mon équipe au jour le jour, puisque je ne comprenais pas de quoi on me parlait. Et j'étais constamment obligée de me reconnecter à l'activité de l'équipe. Donc, ce qui m'a bloquée, puisque je n'étais pas du tout à l'aise vis-à-vis de ça, j'avais la sensation de ne pas du tout être impliquée au sein de l'équipe. Et en plus de ça, je m'éloignais de plus en plus du fonctionnel, vu que je ne codais plus. Et donc, pour pallier ce point, j'ai fait quelque chose que je faisais déjà lorsque j'étais développeuse. Donc, lors des réunions de présentation de story, aujourd'hui, je prends des notes sur ces stories, donc comme si j'allais développer, pour bien comprendre le besoin
et aussi comprendre comment la story, on va l'implémenter de façon bien sûr globale. Et en faisant cette expérience, eh bien, je m'en suis rendu compte de quelque chose, c'est que finalement, je m'appropriais les stories comme les autres membres de l'équipe, et ça a beaucoup facilité finalement nos échanges au quotidien, puisque grâce à ça, je participais beaucoup plus facilement donc, aux discussions au sein de l'équipe, mais surtout, je pouvais vivre le sprint avec les autres et mieux comprendre leurs problématiques. Et donc, en bonus, ce que j'avais, c'est finalement que j'étais devenue beaucoup plus efficace aussi lors de mes interventions sur les potentiels obstacles. Et donc, hormis, pour moi, tous ces rituels qui sont ponctuels, j'ai vraiment pris conscience finalement du quotidien. Et pour moi, finalement, coder, c'est devenu une option. Et ce qui était nécessaire, eh bien, c'était finalement de pouvoir vivre avec l'équipe la vie de nos différentes itérations. Et donc, suite à cela, eh bien, tout à l'heure, je vous parlais d'environnement, qu'on était tous responsables, mais comment leur donner envie de travailler dans ces conditions? Et j'ai essayé de répondre à cette question par rapport à des choses qui m'avaient marqué lorsque j'étais développeuse. Et la première chose, ça a été déjà de leur montrer l'intérêt des pratiques et la démarche d'amélioration continue qui s'appliquait sur ces mêmes pratiques. Concrètement, au quotidien, à chaque moment opportun, eh bien, j'expliquais toujours pourquoi nous faisions les choses, donc pour sensibiliser, mais aussi pour créer la discussion. Et donc j'avais vraiment envie que les personnes s'approprient la théorie et puissent la tester pleinement pour pouvoir potentiellement la remettre en question. Donc je vais vous donner un exemple qui vient illustrer ce que je viens de dire. Donc là, ce que je vous présente, c'est un taskboard. Donc habituellement, nous avons ces 3 colonnes. Donc le taskboard permet en tout cas de faciliter l'organisation du travail de l'équipe. Et donc nous avons donc la colonne affaires qui contient donc la story et sa tâche, la colonne en cours qui, elle, du coup, indique la personne qui s'occupe de la tâche, et la colonne terminée, donc qui indique à l'équipe que la tâche est terminée et donc ensuite que la story est terminée. Et au sein du plateau, eh bien, nous avons une pratique qui est la code review. Et donc c'est une pratique finalement qui nous permet, pour chaque fonctionnalité faite au sein d'une équipe, de partager sur les bonnes pratiques techniques, mais également de partager sur le fonctionnel. Et donc ça nous permet au sein de l'équipe de partager la connaissance. Et finalement, dans une vie d'équipe, eh bien, on a des itérations où il arrive que l'équipe est un peu plus stressée, elle a un petit peu plus de pression, elle a envie de vite finir son scope. Et la question que s'est posée l'équipe, finalement, ça lui est arrivé d'oublier des fois des code review, la question qu'elle s'est posée, c'est finalement, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est de finir vite son scope ou est-ce que c'est de bien le finir, c'est-à-dire en termes de qualité, de bien le finir en livrant quelque chose de qualité? Et pour ça, elle a remis en question donc, le format du taskboard en rajoutant une colonne qui est la review, puisque pour eux, c'était important de ne pas oublier cette partie de review. Et donc, en termes de fonctionnement, c'est plutôt pareil, mis à part qu'une story ne peut pas passer terminée tant que les tâches n'ont pas été reviewées. Et donc là, ce que j'aimerais vous montrer finalement, c'est qu'une équipe peut tout à fait vivre sa vie en tant qu'équipe en utilisant le premier format du taskboard. Et ce format qui a été finalement réfléchi et décidé par l'équipe, eh bien, il peut convenir aujourd'hui, mais il peut très bien ne plus convenir dans 6 mois ou dans 1 an, parce que ce n'est plus le même besoin, parce que l'équipe a changé de personne aussi au sein de l'équipe. Et donc pour moi, c'était important qu'ils, finalement, au fil de l'eau, qu'ils s'aperçoivent que ces genres de pratiques était possible en tout cas de remettre en question. Et donc, quelque chose pour moi qui est très enrichissant, c'est la capacité à contribuer. Lorsque j'étais développeuse et dans ce projet, eh bien, mon avis comptait. Et je pense qu'encore dans beaucoup de projets, les développeurs sont perçus comme des ressources, de la main-d'œuvre. Et vraiment sur ce projet, j'ai été considérée comme une personne avec des compétences. Et donc mon objectif, ça a été de leur donner des moyens d'agir. Et pour ça, j'ai exploré quelques pistes. Et donc mon objectif, ça a été finalement de leur montrer l'intérêt de leur intervention, mais aussi leur montrer ce qui était possible de faire au sein de cette organisation. Et donc pour ça, j'ai commencé par leur donner confiance dans leurs compétences. Et donc concrètement,
eh bien, au quotidien, je m'assurais que l'équipe était sollicitée en amont, au bon moment pour pouvoir agir. Et même lorsqu'on me sollicitait comme point d'entrée, eh bien, finalement, je sollicitais l'équipe pour pouvoir discuter des différents sujets et décider ensemble des choses qu'on allait faire. Et l'autre point aussi, c'est qu'en termes de posture de Scrum Master, dans ces moments-là, eh bien, j'étais beaucoup plus dans une posture de guide, mais de guide dans la réflexion et pas dans la solution. Et pour ça, j'utilise beaucoup plus des questions ouvertes, donc, qui vont répondre à la question du pourquoi, pour analyser plus précisément le besoin, mais aussi sur des questions qui vont répondre à la question du comment. Par exemple, comment allons-nous répondre à ce besoin, comment allons-nous le réaliser, et est-ce qu'il y a d'autres alternatives, ce genre de choses. Et toutes ces questions ouvertes, pour moi, ils permettent de développer finalement l'esprit critique d'une équipe et les débats pour pouvoir challenger les métiers. Et je pense qu'il y a un autre accompagnement à faire aussi au sein de ce plateau de 70 personnes, c'est aussi de les accompagner et leur montrer qu'il est possible de solliciter toutes les personnes qui sont sur plateau en fonction des sujets. Et donc, ma posture à ce moment-là, c'était de les accompagner en termes de communication vers les bonnes personnes au sein de l'équipe, mais aussi au sein du plateau, et de montrer qu'il était possible de s'entraider. Et je pense que toutes ces choses, en tout cas, contribuent à développer l'autonomie de l'équipe. Mais lorsqu'elle est autonome, eh bien, finalement, que devient le Scrum Master? Moi, à ce moment-là, je me suis posé des questions. Et une de mes premières questions, ça a été, est-ce que je suis toujours utile? Puisque du coup, l'équipe s'est appropriée la théorie, réussit à se débrouiller. Et je n'ai pas réussi à y répondre de suite. Et personnellement, je me posais peut-être des questions, on va dire, inutiles. Mais j'ai tout d'abord exploré la piste du plateau, puisqu'on est 70 personnes, on travaille tous ensemble. Et j'ai finalement profité de ce temps disponible pour m'intéresser à ce qui se passait sur mon plateau. Et du coup, je me donnais beaucoup plus de temps donc pour aider les autres équipes. Mais en faisant cette expérience-là, j'ai eu une autre difficulté, ça a été ma disponibilité. Puisque finalement, je donnais de mon temps aux autres équipes, mais je n'étais plus disponible au sein de mon équipe. Donc au final, je suis contradictoire avec ce que je viens de vous dire juste avant. Et pour ça, eh bien, j'ai dû réadapter mon activité, ma disponibilité au sein de l'équipe. Et à ce moment-là, je me suis dit, finalement, mon équipe, c'est toujours celle qui est la plus importante. Ce n'est pas parce qu'elle est autonome qu'il faut la laisser tomber. Je pense qu'il faut rester vigilant. Et ce que j'ai appris en faisant ça, ben c'est je n'étais pas en contradiction avec ce que j'avais pensé avant, mais c'est surtout qu'en continuant les bonnes pratiques que j'avais apprises juste avant, eh bien, on est arrivé avec l'équipe à être capable finalement de se challenger. Puisque forcément, chacun d'entre nous avait mûri, avait acquis de l'expérience, et avec ça, et avec les bonnes pratiques d'avant, eh bien, nous avons pu beaucoup plus se challenger sur nos scopes, sur nos fonctionnements. Et je pense que c'est très important, en tout cas, d'avoir en tête que nous sommes tout de même focalisés sur notre équipe, peu importe son niveau de maturité, et à nous de voir comment on peut aider finalement notre équipe, mais aussi notre organisation, notre plateau. Et donc, je vous parle de tout ça, du travail d'un Scrum Master, du travail en équipe, mais qu'est-ce qu'une équipe? Pour moi, une équipe, c'est un groupe qui est uni, qui a du plaisir à appartenir à ce groupe, et où chacun va pouvoir s'exprimer finalement librement et sans jugement. Et je pense qu'au sein de cette équipe, il faut aussi que les gens puissent sentir que l'entraide est privilégiée. Et surtout, que les décisions soient faites collectivement. Et pour moi, construire notre équipe, c'est un petit peu comme construire notre maison. Il nous faut des fondations solides. Et pour moi, nos fondations, ce sont nos liens. Ce qui m'amène à comment mieux travailler ensemble. Et derrière cette question, pour moi, c'est aussi finalement comment apprendre à mieux travailler ensemble. Et je pense que lorsqu'on est dans une équipe, dans un groupe, on va apprendre à se connaître naturellement, collectivement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment je pouvais connaître chacun des individus au sein de mon équipe pour comprendre leur vécu. Pourquoi cet intérêt? Puisque moi-même, en tant que Scrum Master, j'ai des choses qui m'ont conditionnée par rapport à mon expérience de développeuse. Et donc, pour moi, il était intéressant d'apprendre à connaître chacun des individus
pour voir aussi les potentiels impacts que ça pouvait avoir sur cet environnement aujourd'hui qu'on partageait, pour pouvoir les aider au mieux. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai commencé à faire des petits points, donc qu'on appelle one-to-one. Mais je vais préciser, moi c'est quand même différent, puisque c'est vraiment des points que je fais de façon informelle, où les personnes n'ont pas du tout d'obligation à faire ce point. Et c'est des espaces où finalement je suis à leur disposition. Donc c'est des petits points qu'on fait à la cafette par exemple, et je vais vraiment être à l'écoute finalement de la personne, et je vais m'intéresser à savoir comment est-ce que la personne elle se sent au sein de l'équipe. Est-ce qu'elle a trouvé sa place au sein de l'équipe? Est-ce que l'activité lui convient? Est-ce que peut-être elle aimerait faire autre chose, mais elle ne sait pas forcément comment? Et donc là, moi, je suis là pour l'écouter et de voir et d'identifier, en tout cas, des solutions pour pouvoir l'aider à s'épanouir dans cet environnement. Et donc, j'insiste sur le fait que ce point, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est un espace privilégié pour celui qui fait partie de l'équipe. Et donc, ces points-là, que je fais donc tous les 2-3 mois, je pense que ça a un intérêt de les faire, mais ils sont ponctuels. Et je pense que ce qui est important, et ce qui va faire la différence, c'est nos discussions au quotidien. Je pense qu'il est important de s'assurer qu'on ait tous le même niveau d'information et que ça joue aussi sur la posture du Scrum Master. Moi, personnellement, je n'avais pas envie qu'en tant que Scrum Master, on pense que je sois à un niveau supérieur ou que j'ai des informations particulières en tant que Scrum Master. J'avais envie qu'on soit au même niveau au sein de l'équipe et donc je partageais finalement toutes les informations que j'avais en ma possession, mais pour pouvoir discuter, pour pouvoir réfléchir ensemble sur ces thématiques et pas de se dire juste je suis Scrum Master, donc je suis obligée d'y réfléchir toute seule à ces problématiques. Donc je partageais ces choses-là parce que pour moi ça fait partie de ma vision d'équipe. Et donc je pense que tous ces points-là, en fait, ces discussions communes, eh bien, facilitent aussi le partage d'objectifs communs et aussi les décisions communes. Et comme exemple de décision commune, je vais vous parler qu'on appelle Definition of Done, qui est donc la définition de terminé. Donc c'est un petit peu une convention qui rassemble en fait un ensemble de règles qui vont définir à quel moment une story est terminée. Et donc là, c'est un exemple où on aurait très bien pu récupérer un definition of done établi, mais là, c'est bien l'équipe qui a décidé des règles que vous voulez mettre dans cette convention. Et tout à l'heure, je vous parlais de code review. Bien, la code review, pour nous, fait partie de notre definition of done. Et donc, je pense que tous ces liens, en tout cas, permettent de mieux nous connaître, mais dans une vie d'équipe, eh bien, on a des départs, on a des arrivées, et en début d'année, au sein de mon équipe, j'ai eu des départs. Et c'est clairement du feeling, mais j'ai ressenti qu'il y avait un noyau d'anciens et un noyau de nouveaux, même s'il y avait une bonne ambiance entre nous. Et pour moi, il manquait quelque chose qui permettait aux gens finalement de se sentir un peu plus à l'aise pour pouvoir se dire les choses. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé un atelier basé sur le modèle de Tuckman, qui est en fait un outil qui permet d'avoir une indication sur le niveau de maturité d'une équipe. En fait, Tuckman, il définit différents cycles de vie d'une équipe, donc décomposés en 5 étapes. Donc là, c'est le résultat de l'atelier que j'ai fait avec mon équipe. Et donc finalement, l'intérêt de cet atelier, c'est que chaque individu va pouvoir s'évaluer de 0 à 10 sur chaque axe. Et à la fin, donc on fait une moyenne. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu en détail les différentes étapes. En tout cas, la première étape, donc, qui est de création et de structuration, c'est l'étape où les personnes apprennent à se connaître. Et c'est le moment également où on pose le cadre. Donc, on définit la vision, où on définit les rôles. La deuxième étape, qui est de confrontation et de tension, c'est l'étape où les personnes commencent à apprendre et où les personnalités également se révèlent. Donc, finalement, il peut y avoir des tensions à ce moment-là. La troisième étape, qui est donc de régulation et de normalisation, c'est l'étape où chacun des individus a donné un sens à sa contribution et où la coopération commence. Et la quatrième étape, donc, qui est de synergie et de performance, c'est l'état où la confiance s'est installée au sein de l'équipe, les objectifs sont clairs au sein de l'équipe, et donc l'équipe est plutôt efficace. Et la cinquième étape, qui n'est pas affichée ici, c'est la dissolution et la séparation. Et donc lorsqu'on a fait cet atelier,
eh bien, il y a des membres de l'équipe qui m'ont dit, eh bien, c'est marrant, on ne pensait pas ne pas se connaître en fait. Et je pense qu'ils se sont basés finalement sur l'ambiance qu'il y avait au sein de l'équipe. Alors que moi, je fais une distinction puisque on peut se sentir bien dans l'ensemble, mais pas forcément à l'aise pour vraiment donner son avis et surtout sur des choses délicates qui ne sont pas forcément faciles à dire. Et donc, lorsqu'on a fait ça, eh bien, il y a des actions qui sont sorties vis-à-vis de l'équipe. Et donc, l'équipe a décidé d'avoir des déjeuners à chaque fin de sprint où on est tous obligés d'être là. Et notre premier repas, on l'a fait avec un jeu, donc le jeu de mensonge et vérité. Je ne sais pas si vous connaissez, mais chacun va écrire en fait sur un bout de papier un mensonge et une vérité. On mélange tout ça dans une corbeille et c'est un tirage au sort. Et donc celui qui trouve un ticket, eh bien, il doit deviner à qui appartient ce ticket. Et ce qui a été intéressant avec ce jeu, mine de rien, eh bien, je connaissais pourtant certains membres de l'équipe, puisqu'on va dire que c'était des anciens, mais j'ai tout de même appris des choses sur eux. Donc comme quoi, on en apprend toujours. Hein. Et après ces repas donc, de fin de sprint, on a également organisé une soirée, donc des soirées karaoké. Et je pense que ce genre d'atelier eh bien, impulse aussi cette dynamique de team building, puisque là, avant les fêtes de fin d'année, on va refaire un karaoké. Et sinon, eh bien, bien sûr, il nous arrive d'aller boire des verres le soir. Donc on a juste diversifié finalement nos soirées d'équipe. Et je pense que toutes ces choses dont je viens de vous parler influent directement sur le bien-être d'une personne et permettent de créer la confiance au sein de l'équipe. Et je pense impacte également notre niveau d'implication au sein de cette équipe. Et la question, pour moi, qui suit, c'est comment rester motivé à long terme dans ce fonctionnement-là. Et personnellement, eh bien déjà, je trouve c'est déjà plaisant d'avoir des relais qui émergent de l'équipe. En tant que Scrum Master, eh bien, je me sens quand même moins seule d'avoir d'autres personnes qui pensent la même chose et qui passent naturellement ces messages-là. L'autre point, je trouve, qui me suit finalement depuis que je suis développeuse, c'est, et dans ce mode d'organisation, eh bien, c'est la capacité d'aider. Elle est illimitée. Moi, aujourd'hui, je ne me fixe pas trop de limites et dès que je peux aider, je le fais et je passe par différents canaux. Ça peut être donc des discussions off dans les couloirs qui vont nous faire apprendre certaines choses ou dans des soirées. Mais sinon, on a aussi des communautés de pratique. Donc, avec les Scrum Masters qui nous permettent donc de partager nos avis sur ce qui arrive au sein des équipes et au sein du plateau. On a également des cercles d'amélioration qui regroupent tous les Product Owners, tous les Scrum Masters et également les directeurs de projet. Et donc cette réunion, je trouve qu'elle a été très enrichissante puisqu'elle nous permet finalement de partager notre vision plateau et également de remonter ou de faire descendre finalement la réalité du terrain. Et je pense que même en tant que Scrum Master, finalement on en apprend toujours. J'ai appris en m'adaptant aux situations, j'ai appris en apprenant à connaître des gens et dans le cadre du plateau, nous sommes tous coachés en tant que Scrum Master, coachés par Véronique Messager et elle nous a fait découvrir la process communication. Et donc avec cet outil, elle nous a déterminé donc notre profil process communication. Donc en fait, c'est un test qui met en évidence 6 types de personnalités et donc où chacun d'entre nous s'inscrit dans cette grille. Et donc la personnalité au niveau le plus bas, c'est celle qui nous constitue depuis notre enfance. Donc c'est la base. Ensuite, nous avons des types de personnalités pour lesquels nous avons déjà vécu les phases ou pour lesquels nous sommes actuellement dans cette phase-là. Et donc, pour les différents types de personnalités, plus elles sont au niveau le plus bas, plus nous sommes sensibles à ces types de personnalités. Et donc, pour chaque type de personnalité, il y a des canaux de communication privilégiés. Et pour préciser autre chose aussi, en fonction de votre phase actuelle, eh bien, vous avez aussi des besoins psychologiques qui sont déterminés en fonction du type de personnalité dans lequel vous êtes. Et moi, avec cet outil, eh bien, tout d'abord, j'ai appris à mieux me connaître. Ça m'a beaucoup aidé aussi à me raisonner, à m'analyser lorsque ça n'allait pas forcément bien. Et ça m'a permis finalement de me rendre compte que les autres sont pareils. Et donc, de mieux comprendre les autres et donc de mieux communiquer avec les autres.
Et je pense que si vous avez l'opportunité, en tout cas, de tester ça, allez-y. Et collectivement, eh bien, je pense qu'il est important de mettre en valeur toujours le travail de l'équipe, en donnant du feedback, mais aussi en soutenant les éléments, les idées qui sortent des équipes. On a parfois des idées qui sont innovantes puisqu'elles vont permettre de faciliter le travail des collègues. Et ces projets-là, eh bien, finalement, naissent de leur temps perso, qui font le midi ou de notre jeudi après-midi technique. Mais c'est des choses pour moi qui sont importantes à mettre en valeur au sein du plateau pour un petit peu montrer l'exemple. Et je pense que le Scrum Master, il doit aussi montrer qu'il est toujours volontaire et d'aider l'équipe même lorsque ça va. Je vais plutôt expliquer cette idée puisque on a eu des jours fériés dernièrement, donc les sprints sont un petit peu plus courts. Et pour leur faciliter le travail, eh bien, j'ai fait des dessins de facilitation graphique pour leur synthétiser un petit peu les impacts sur un sujet pour faciliter finalement le chiffrage. Et donc, ce qui est motivant aussi, je pense que les gens eh bien, sont fiers d'avoir appris des choses et fiers du coup de partager avec les autres équipes. Là, par exemple, c'est quelqu'un de mon équipe qui fait une présentation donc, de l'architecture de soft en mode pendu. Et je pense que ces choses-là sont importantes pour créer nos liens et dans la motivation aussi. Je pense que, je ne l'ai pas dit, mais c'est la cohésion d'équipe qui permet aussi de faire toutes ces choses pour garder de la motivation. Et donc, je vais maintenant vous parler du PO. J'aimerais savoir qui est PO dans la salle. D'accord? Qui est Scrum Master? Ok. J'aimerais savoir qui voit son PO Scrum Master tous les jours, hors des rituels. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Eh bien, moi, personnellement, je vois mon PO tous les jours. Et je pense qu'entre le PO et le Scrum Master, il y a un lien particulier à créer. Et j'ai appris à faciliter l'intégration de mon PO. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis partie du principe, en fait, qu'il était plus simple de créer des liens entre elle et moi, entre le PO et le Scrum Master, que de créer le lien entre le PO et toute l'équipe. Donc, je sais, au sein d'une équipe, nous avons tous le même objectif, c'est de livrer un produit. Mais je pense que le Product Owner a tout de même une problématique qui est quand même beaucoup plus basée planning. Et les développeurs, les qualifieurs ont beaucoup plus une problématique axée technique. Et c'est tout de même deux mondes différents. Et lorsque j'ai appris à connaître mes PO, puisque depuis que je suis Scrum Master, j'ai travaillé en tout avec 3 PO, eh bien j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert les incompréhensions que le PO pouvait avoir par rapport aux aspects techniques, à comprendre l'impact qu'il y avait sur son planning. Et donc j'ai appris à vulgariser. Et toutes les découvertes que j'ai faites sur le travail du PO, je les ai également partagées au sein de mon équipe pour savoir si eux aussi étaient conscients du travail qui se cachait derrière le travail du PO et les contraintes qui pouvaient être liées. Et cette expérience-là m'a permis de voir finalement que le Scrum Master a clairement une posture à avoir et d'être neutre finalement pour pouvoir aider l'équipe à trouver un compromis pour allier les contraintes métiers et également les contraintes techniques. Et je pense qu'en partageant ces contraintes-là, eh bien, ça a renforcé nos liens au sein de l'équipe puisque nous avons partagé beaucoup plus, finalement, nous avons beaucoup plus partagé la vision aussi du produit. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait que je pense qu'on peut oublier des fois l'accompagnement du PO, puisque concrètement, moi, je l'accompagnais donc dans la priorisation des sujets, mais aussi j'ai appris à avoir cette vision planning de bout en bout, où je l'ai aidé à y voir un petit peu plus clair des fois, et à vulgariser surtout avec l'équipe. Et pour moi, c'est des choses qui construisent l'identité de l'équipe et la cohésion de l'équipe. Et donc, pour finir, eh bien, en vivant toutes ces expériences-là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est le vrai sens de la première valeur du manifeste agile, les individus et leur interaction plus que les processus et leurs outils. Je pense qu'avec l'équipe, nous avons pu travailler sur les individus et leurs interactions parce que nous avons appris à nous connaître, appris à mieux nous comprendre et donc appris également à mieux communiquer entre nous, mais aussi envers les autres. Et je pense que le travail de Scrum Master, ce n'est pas qu'un garant de la théorie. Je pense qu'il y a beaucoup de savoir-être et je pense qu'il est important que le Scrum Master, il a en tout cas une nécessité à développer certaines qualités humaines. Pour moi, les plus importantes sont l'empathie, pour pouvoir comprendre les gens et comprendre les situations. Je pense qu'il y a aussi le côté bon communicant, pour pouvoir finalement aller vers les autres, mais aussi être accessible vers les autres. Pour moi, ce n'est pas que dans un sens.
Je pense que c'est important aussi d'être impartial, puisque si on n'est pas neutre, on ne peut pas aider. Et il faut aussi que les autres acceptent notre aide. Et le dernier point concerne plutôt l'énergie. Pour moi, je pense que la dynamique qu'on insuffle, elle doit être un petit peu contagieuse. Contagieuse dans le sens où on va partager notre envie. Et je remercie finalement toute mon équipe. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je les remercie parce que grâce à eux, je n'aurais pas pu découvrir cette dimension de l'agilité. Et malgré les hauts et les bas que j'ai vécus, je pense que c'est vraiment un métier de conviction. Et j'ai vraiment eu du plaisir à vivre cette aventure humaine. Et je pense que tant qu'on est dans l'agilité, eh bien, on apprend tout le temps. Et je trouve que c'est ça qui est top. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Oui. Alors, il n'y a pas de micro. Je ne sais pas c'est lequel. Oui, merci pour votre présentation. Très intéressante et puis très concrète aussi. La question, c'est surtout sur le positionnement, ou plutôt le parcours du Scrum Master. Vous avez un parcours de développeur, donc ancien développeur, qui est devenu Scrum Master. Est-ce que vous imaginez qu'il est aussi, je dirais, faisable, aussi courant d'avoir un parcours de Product Owner ou d'ancien Product Owner, ou anciennement maîtrise d'ouvrage, peu importe, qui deviendrait Scrum Master dans une équipe agile. Donc. Alors, je n'ai pas tout compris parce qu'avec le micro, ce n'est pas évident. Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'un PO peut devenir Scrum Master, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que sans forcément avoir les compétences d'anciens développeurs. D'accord. Je dirais oui, pourquoi pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle et je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de la personne. Et après, je pense que c'est vraiment à voir au cas par cas, mais je n'ai pas de réponse définie à vous donner. Mais je pense que ça peut être accessible, mais tout dépend de la personnalité en fait, je dirais. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Oui, parce que ça veut dire simplement qu'il faut savoir mettre en relation et faire travailler les gens ensemble dans une équipe fédérée, sans avoir forcément des compétences techniques fortes. Non, je pense que ça facilite, en tout cas d'avoir une compétence technique, puisqu'on va mieux comprendre aussi de quoi parlent les développeurs et les qualifieurs. Donc après, c'est peut-être un effort supplémentaire aussi pour l'équipe, pour la vulgarisation. Mais après, c'est peut-être possible. Il y avait une question juste devant. Oui, vous disiez que vous avez réussi à avoir une très bonne relation avec le PO. Est-ce que vous étiez colocalisé? Oui. En fait, on est tous sur le même plateau. Et je dirais que ma relation avec mon PO, même si on est sur le même plateau, on a forcément, il y a toujours plein de choses à faire. Mais moi, j'ai vu ma relation qui a changé au fur et à mesure du temps. Et le temps a fait que je voyais de plus en plus mon PO, en apprenant finalement à connaître mon PO et à comprendre aussi ses contraintes. Et c'est ça qui a joué aussi au fait que je puisse le voir tous les jours. Mais bien sûr, la colocalisation facilite les choses. Mais je pense que même si on n'est pas colocalisé, l'appel téléphonique, le communicateur, du moins, c'est sûr le mail, c'est moins, et même le communicateur, c'est pas super, mais moi, les discussions que j'ai avec mon product owner ne concernent pas forcément le sprint. J'ai aussi des discussions autres et j'ai vécu aussi des difficultés que j'ai partagées avec le PO. Et c'est pour ça que je parle de lien particulier, parce que le PO va comprendre certaines choses. Et je pense que des fois, en tant que Scrum Master, on peut se sentir seul à des moments. Et le PO a ce ressenti-là aussi. Parce qu'avant de faire cette conférence, j'ai interviewé mes différents PO pour avoir leur feedback aussi par rapport à leurs anciennes expériences. Et c'est vrai que le ressenti qui était sorti, c'était en tant que PO, eh bien, j'avais cette posture où j'étais contre les autres, où je donne les contraintes et je n'ai pas envie en fait, de cette posture. Mais du fait que je sois PO, finalement, je suis obligée de vivre avec. Et au niveau du PO, il n'est pas facilitateur
Donc c'est pas facile non plus pour lui de faire comprendre à l'équipe qu'il a envie de travailler avec les autres. Et je pense que le Scrum Master a un lien à jouer pour faciliter en tout cas ce partage. Et est-ce que vous pensez aussi que votre bonne interaction avec le PO a aidé aussi aux interactions directes avec les autres membres de votre équipe? Ben, je pense, mais j'ai pas eu le cas contraire, alors, mais je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Parce que pour moi, c'est un ensemble. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci. Ben, de rien. Donc, merci pour votre présentation. Alors moi, je suis personnellement proxy PO, donc je travaille avec un PO. Je ne sais pas si ça parle, cette notion de proxy Oui. PO, bref. Et notre Scrum Master, souvent, il dit que normalement, il devrait petit à petit s'effacer. Et normalement, un bon Scrum Master, il devrait même limite disparaître. Alors j'ai deux questions déjà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Et quelle est la relation entre les développeurs et le PO? Parce que nous, justement, il est très observateur et on a une relation très proche entre développeur et PO. On ne passe pas forcément par Scrum Master. Voilà, donc deux questions. Oui, oui. Alors pour la première question, et j'ai déjà oublié, je suis désolée, c'était l'idée, est-ce que tu peux me Qui la... s'efface. Ah oui, voilà. En fait, alors c'est la partie où j'ai parlé de la motivation de l'équipe lorsqu'elle est autonome et tout. Et une fois qu'elle est autonome, qu'est-ce que fait le Scrum Master? Et quand je dis que j'interviens, je réadapte ma disponibilité au sein de l'équipe. C'est pas forcément des actions au quotidien où je vais vraiment intervenir sur des rappels de process ou de théorie. C'est juste vivre le sprint avec eux. Pour moi, c'est clairement une posture importante où on n'a pas à prendre de la place s'il n'y a pas besoin. Donc à nous de juger et de trouver le bon équilibre, je dirais, pour ne pas être de trop. Parce que si finalement les personnes sont autonomes pour pouvoir penser et décider ensemble, et c'est pour ça que je parlais de guide dans la réflexion, on est juste là pour poser les questions, pour savoir si est-ce que l'équipe a en visibilité le global et est-ce qu'on est en phase sur toutes les contraintes qui sont concernées. Et si c'est OK, il n'y a pas de problème. L'équipe elle décide et c'est parti. Et donc je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Et la deuxième, c'était? On dirait une relation privilégiée entre les développeurs et le PO directement. Oui, là aujourd'hui dans ton équipe, donc il y a un lien privilégié déjà qui se fait sans passer par le Scrum Master, c'est ça? OK. Eh bien aujourd'hui, dans mon équipe, c'est aussi ça. C'est pour ça que moi, je suis un peu comme les autres, finalement. Le lien s'est créé entre nous. Et donc, mon PO n'a pas du tout de difficulté à discuter avec les membres de l'équipe. Et c'est pareil, elle ne va pas parler non plus que du thème qui vont concerner le scope. Elle parle aussi d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a vraiment cet échange et de ne pas passer par, au départ comme un point d'entrée. Alors que non, j'ai plus du tout ça dans mon équipe, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est terminé, je pense qu'on arrive à l'heure de la fin. En tout cas, ce que je vous propose, parce qu'il me semble qu'il faut rester ici, parce qu'on a un atelier de 18h à 18h30. En tout cas, merci beaucoup.